Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Constantin Volkov, directeur de la Maison russe des sciences et la culture à Paris. Et c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue de la part de toute notre équipe. Moi et mes collègues, nous sommes heureux d'accueillir des jeunes gens qui s'intéressent à la Russie, sa culture et sa géographie, aussi bien que leurs professeurs certainement. Je ne vais pas vous cacher que nous, les organisateurs, nous aussi, nous nous attendons à apprendre avec vous dans quelques minutes de nouvelles informations sur la Russie et ses richesses naturelles et géographiques. Le format du quiz qui sera animé par notre ami Daria Layola, président de l'association Globe, nous aidera à passer notre entretien de manière amusante et sympathique. Et cela va sans dire que la Maison russe à Paris a prévu des prix qui seront remis aux gagnants dans nos locaux, j'espère très prochainement. Ceci nous permet de vous connaître encore mieux. Bon, la place au jeu. Je vous souhaite à tous bonne chance et je passe la parole à Daria. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Daria Leela, je suis professeure de russe à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis membre de l'association Globus, Géographie et Histoire franco-russe. Alors, notre association organise des jeux intellectuels et des manifestations de vulgarisation scientifique à destination des enfants, des adolescents et des adultes sur la géographie et l'histoire de la Russie. Alors, nous collaborons beaucoup, en effet, avec la Maison des sciences et de la culture, Maison russe des sciences et de la culture à Paris, qui est toujours ouverte pour ceux qui sont curieux pour la Russie. Et également, nous sommes partenaires de la Société russe de géographie. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons, à la place de notre rencontre avec le voyageur célèbre Fyodor Konyrov, nous proposons une mini-conférence sur la Russie. Donc, nous allons partir en voyage avec vous en Russie. Je vous amène où vous n'êtes pas encore allé, j'espère, et je vous montre et je vous explique quelque chose, des histoires incroyables des villes qu'on va traverser en Russie. À la fin de cette mini-conférence, nous allons jouer, en effet, comme le dit Konstantin Mikhailovich. On va avoir quelques questions sur les connaissances de la Russie. Et alors, les questions sont très difficiles. En revanche, les cadeaux sont beaux. C'est la Maison russe des sciences et de la culture qui a proposé ces cadeaux. Alors, avant qu'on commence, je ne vous cache pas que mon français, il n'est pas parfait. Ça fait 10 ans que j'habite en France, mais je fais toujours des petites fautes à gauche et à droite. Donc, ne faites pas attention à ça, s'il vous plaît. J'ai préparé une conférence pour vous en français, pour votre confort, mais j'ai inclus quelques mots de russe parce que ici, moi, je suis un apprentissage de français et vous, vous êtes un apprentissage de ma langue natale, la langue russe. Alors, sans attendre, on va commencer notre voyage. Là, je vais partager mon écran. Tout d'abord, écran est partagé. Je vais projeter mon support de communication et la voici. Donc, comment on va voyager avec vous? C'est à vous de choisir. Est-ce qu'on part en avion ou en train? На самолете или на поезде? Alors, pour ceux qui souhaitent proposer le moyen de transport, je vous laisse la parole et le micro. На поезде. D'accord. Bon. Très bien. Bon, alors, on va partir en train. On va prendre, bien évidemment, le train sibérien. Alors, le train sibérien reste l'une des merveilles du monde. Le voir de vos propres yeux, aller de Moscou à Vladivostok sera une expérience inoubliable pour toute personne. Une grande partie de la Russie passera par les fenêtres. Et s'il vous plaît, là maintenant, c'est le temps d'éteindre les micros, s'il vous plaît, mais on va les rallumer un moment. Donc, une grande partie de la Russie passera par vos fenêtres. D'énormes mégalopoles et des paysages sauvages de la Sibérie. La splendeur du lac Baïkal et des rivières rapides, sauvages, des ponts grandioses et des steppes imprudents, des maisons rurales en bois avec des plateaux sculptés et une incroyable variété de collines.
ainsi que la magnifique taïga. Le transsibérien est un véritable atlas vivant de la Russie. Les gens, la nature et notre histoire sur les deux côtés des rails de transsibérien. Alors, le chemin de fer transsibérien ou, comme on l'appelle aussi la grande voie sibérienne, est le chemin de fer la plus longue du monde. Là, voici sur la carte. Donc, sa longueur est à peu près de 10 000 kilomètres, traversant toute la Russie, presque toute l'Eurasie. Alors, la construction des transsibériens a commencé en 1891. Mais qu'est-ce qui a été utilisé avant à l'Empire russe, avant la construction du chemin de fer? Là, nous voyons que avant la construction du chemin de fer, en Empire russe, les principaux véhicules étaient en été les carrosses sur roues, des ferries ou des péniches sur les fleuves, et en hiver, des luges. Alors, voici la pose des rails reliant l'Europe et l'Asie, moment historique. La construction de Transsibérien a donc commencé en 1891 et 10 ans plus tard, le premier train a traversé toute la Russie de Moscou à Vladivostok. 10 ans. C'est-à-dire que plus de 2 km par jour ont été posés pendant ces 10 ans. Hop. Eh bien, le voici, le train actuel transsibérien. Versons du thé et mettons-le dans les fameux porte-gobelets du transsibérien. Là, vous le voyez ici. Et nous partons en voyage, bien sûr. Je vous raconte sur la route des histoires incroyables sur toutes les villes que nous traverserons. Allons-y. Le voici, l'Europe et l'Ural. Le début de voyage, bien sûr, Moscou. Bien que la construction du train sibérien a commencé à partir de Tcheliabinsk en direction de Vladivostok, le célèbre pilier de la gare de Yaroslavl à Moscou est considéré comme le début de voyage. Le voici, vous pouvez voir le point de départ. Moscou, rapidement, est la capitale de la Russie. Sur ses armoiries, voici Saint-Georges victorieux, le patron de Moscou. Le nom de la ville est associé au nom de la rivière Moscou. Il signifie les rives marécageuses et de l'humidité de ces endroits. La ville appelée Moscou a été mentionnée pour la première fois en 1147. Ici, le prince Yuri Dolgorouki a reçu ses alliés, dirigés par le prince Sviatoslav Olgovitch. Cette année est donc considérée comme l'année de la naissance de notre capitale. Au milieu du 19e siècle, la première communication ferroviaire entre Moscou et la capitale Saint-Pétersbourg a été ouverte. En seulement 6 ans, des chemins de fer ont été construits vers Vladimir, Nijni Novgorod, Sergeyev Posad, Kursk et Rязань. Au début, il était possible de se rendre de Moscou au transsibérien uniquement par la gare de Kazan. Puis la gare de Yaroslavl est devenue la porte de transsibérien. Alors, au revoir Moscou pour le moment, car le voyage commence. Et prochain arrêt, Perm. Perm est une ville russe dans les contreforts de l'Oural, s'étendant largement le long des rives de la rivière Kama. Le nom de la ville vient du mot parema, qui signifie terre lointaine. Sur l'ordre de Pierre le Grand, l'historien et géographe russe Tatischiv s'est rendu en Sibérie pour construire des fonderies, des manufactures donc. L'impératrice Catherine la Grande a ordonné que la ville doit s'appeler Perm. Sur les armoiries de Perm, vous voyez un ours. Voici. Le voici. Un symbole de la ville est une croix d'argent, un symbole de l'illumination par l'adoption du christianisme. Alors, Perm est le lieu de la première école, première université et premier théâtre de l'Oural. Le géologue britannique Sir Roger Murchison a découvert dans cette région la première période géologique appelée désormais permienne. Les squelettes des dinosaures permiens, Peltobatrachus, Labidosaurus et les autres gars peuvent être observés au musée de Perm, Musée Пермских древностей. Les sculptures sur bois de Perm, les dieux de Perm en russe, Пермские боги, est une sculpture d'église qui s'est répandue dans la région de Perm du XVIIe siècle au XIXe siècle.
Cette sculpture est unique en ce sens parce qu'il s'agit d'un art chrétien oriental qui conserve des traits distinctifs de la culture païenne et qui subit également l'influence du baroque de l'ouest de l'Europe. En outre, mondialement connu de zone anormale de Perm avec un soupçon de l'atterrissage des extraterrestres a été observé ici pendant 30 ans. Alors, vous voyez aussi sur l'image Pierski Piragi. Les petits pains de Perm fournis, c'est un délice local. Avant que nous sommes arrivés à Perm, notre train est passé par le pont ferroviaire Kamski, car le fleuve Kama, c'est l'un des symboles de la région de Perm. Il a plus de 100 ans. Au début, ce pont ne permettait qu'une quarantaine de voitures et aujourd'hui, plus de 200 trains le traversent. Le pont est maintenant derrière l'Oral et Devant et disons au revoir à Perm, Belkama et allons plus loin. Alors, le voici. Les montagnes de l'Oral divisent la Russie, comme vous le savez déjà, en deux parties. À l'ouest, c'est l'Europe et à l'est, c'est l'Asie. Et notre prochain arrêt, c'est Yekaterinbourg en passant par Kungur. Sur le chemin de Yekaterinbourg, on doit faire un petit arrêt dans la ville de Kungur. Kungur est un centre de transport majeur de la région. Ici, vous devriez certainement visiter les grottes de Kungur, de renommée mondiale, et admirer les délicieux lacs souterrains. Alors, la grotte de glace de Kungur est l'une des plus grandes au monde. Il s'agit d'une immense grotte karstique avec des lacs souterrains et de nombreuses grottes petites connues depuis très longtemps. C'est l'hiver ici toute l'année et la température à l'intérieur de la grotte ne dépasse pas plus de 5 degrés. Dans la grotte, vous pouvez voir des stalactites et des stalagmites d'une incroyable beauté. Savez-vous qu'est-ce que c'est, les stalactites et stalagmites? Alors, les stalactites sont des glaçons de pierre qui poussent au plafond de la grotte. Et les stalagmites sont des mêmes glaçons, seulement ils poussent sur le sol de bas en haut. Et parfois, ils se racontent. Yekaterinbourg est la capitale de l'Oural. Il est situé dans les deux parties du monde, en Europe et en Asie aussi. Depuis l'Antiquité, les gens vivent le long des rives de la rivière Izet. Sur le site actuel de Yekaterinbourg, des habitations anciennes et les célèbres tentes de pierre Palkinski ont été découvertes. La peau de la ville est gardée par ses symboles, l'ours, encore ours, de l'Oural et la zibelline de Sibérie. Au début du XVIIIe siècle, selon le projet scientifique de l'homme d'État Vassili Tatich, la construction d'une grande usine sidérurgique a été lancée sur les rives du fleuve Isset. L'usine forteresse a été nommée Yekaterinbourg en honneur de l'impératrice. La ville était déjà devenue une fenêtre sur l'Asie. La route principale de l'Empire russe, le grand tract sibérien, y était déjà lancée. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le premier chemin de fer a été posé dans l'Oural, reliant Yekaterinbourg à Perm. Et 10 ans plus tard, une nouvelle succursale est apparue, reliant la capitale de l'Oural et Tiumень sibérienne. La ligne de chemin de fer de Tcheliabinsk plaçait fermement Yekaterinbourg sur le cours principal de transit. Eh bien, allons plus loin. Dans les temps anciens, les montagnes de l'Oural étaient appelées les montagnes Rifien. Et jusqu'au XVIIIe siècle, la ceinture de pierre, traduite du turc Ural, signifie ceinture. Alors, surtout, les montagnes de l'Oural sont célèbres pour leurs pierres de couleur, Samatsviete. L'Oural est un véritable entrepôt d'améthyste, de malachite et de jaspe. Ici, vous pouvez trouver des émeraudes, des rubis et d'autres pierres rares. Pavel Bajov a écrit ses histoires folkloriques sur les pierres précieuses de l'Oural, des contes d'Oural et notamment la fleur de pierre. Alors, Alexandre Ptushka s'est inspiré de son conte La fleur de pierre pour son film, également appelé La fleur de pierre, présenté au Festival de Cannes 1946. La maîtresse de
la montagne de cuivre est l'héroïne principale de Conte de Bajov. La personnification de la nature elle-même. Elle est la gardienne de la montagne et la richesse de l'Ural, dotée d'un pouvoir magique. Alors, pour vous dire que le conte folklorique de Bajov, tous les enfants russes connaissent. Alors, tout le monde n'est pas destiné à rencontrer la maîtresse, mais celui qui la rencontre et qu'elle protège pousse des nouvelles recherches. On souffle dans leur âme une éternelle insatisfaction créatrice. L'homme, après cette rencontre, vit par le travail. En tant que gardien des ressources naturelles, elle punit, elle se fâche pour l'attitude barbare des gens envers la nature. Alors, il y a des exemples des villes qui ont été détruites par cette maîtresse de la montagne de Kirillov. Alors, l'Ural signifie donc la ceinture en langue bashkir, l'une des peuples de l'Ural. Il y a un conte bashkir sur un géant qui portait une large ceinture avec des poches profondes et y cachait toute sa richesse. Une fois, un géant enlève sa ceinture et la met sur toute la terre de la froide mer de Kara au sud de la Caspienne. C'est ainsi qu'il s'est formé la crête de l'Oural. Et puis, l'après-Ourla, il y a Sibérie. Prochain arrêt, donc, les monts d'Oural et Tumen. Tumen, le début de la navigation le long de tous les fleuves sibériens. Les armoiries étaient tenues par un castor noir et un lynx. La ville est née sur le site d'une ancienne route caravanière de l'Asie centrale à la région de la Volga sur le soi-disant Tumen Valoka et a donc commencé à se prospérer rapidement. Tumen était célèbre à l'époque pour la sonnerie des cloches de ses églises ainsi que pour ses meubles fiables et ses artisans de corroyage. En novembre 1913, Tumen, ayant relié le chemin de fer à Omsk, se rattache à la route de Transsibérien. Et voilà, la Sibérie est devant nous. Et nous, les amis, on va plus loin. Le prochain arrêt, c'est Novosibirsk. Sachez qu'entre Omsk et Novosibirsk se trouve le lac salé de Khani, le plus grand lac de Sibérie occidentale. Selon la légende, une créature géante semblable au monstre du Loch Ness vit dans ce lac. Pendant le temps, très longtemps, la capitale de la Sibérie, Novosibirsk, alors cette ville doit sa naissance au Transsibérien. Il y a même un chemin de fer sur ses armoiries. C'est avec son apparence que la ville s'est progressivement développée, devenant d'un simple hôtel de bord de route avec une petite chapelle, la véritable capitale de la Sibérie. C'est ce que Novosibirsk est souvent appelé. La fierté de Novosibirsk est Akadem Garadok, le centre de l'activité cérébrale du pays avec un vivier des instituts de recherche. La ville possède un musée de soleil, le seul et unique en Russie. Alors ici, la toute première station, petite ville de Novosibirsk, qui est devenue Novosibirsk actuelle de nos jours. Quelques mots encore sur la gare. La gare de Novosibirsk est l'une des plus grandes gares du pays et se présente sous la forme d'une locomotive à vapeur géante. Il y a même un chemin de fer spécial pour les enfants, avec 3 vraies gares pour les enfants. C'est ici qu'on roule pour plaisir. Et on continue. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange dans le train sibérien? Nous buvons beaucoup de thé. Nous prenons un voyage des œufs durs, des concombres et du poulet cuit. Alors, les nouilles instantanées et des kachas sont très populaires aussi. Et c'est toujours possible d'acheter des délices locaux aux stations quand le train s'arrête pour quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Nous arrivons à la Sibérie orientale. Le territoire de la Sibérie orientale commence à l'est du fleuve Yenisei. Le voici. Hop.
Prochain arrêt, Krasnoyarsk. Krasnoyarsk est la plus grande des anciennes villes de Sibérie. Il a été fondé comme forteresse et situé sur les rives de la grande rivière Yenisei. Le nom vient de Krasny Yar par la couleur des rives de la rivière Kacha, un affluent de Yenisei. Le symbole de la ville est un lion et son fondateur, Andrei Dubinsky. Le premier train arriva solennellement à Krasnoyarsk le 6 décembre 1895. C'est une très belle ville, Krasnoyarsk. Il y a plus de 200 fontaines ici. Et la chapelle locale, elle est représentée ici sur un billet de 10 roubles russes. Le pont ferroviaire sur Yenisei, comme la Tour Eiffel, a reçu la médaille d'or de l'exposition universelle à Paris. Le grand peintre Surikov a également travaillé à Krasnoyarsk. Il est né d'ailleurs à Krasnoyarsk. Et toute la ville posa joyeusement pour lui pour ses fameux tableaux historiques. En approchant d'Irkoutsk, nous nous arrêtons à la gare de Kaya. Il est célèbre pour le fait que dans le bosquet Kayskaya, situé à la proximité de la ville, le voici, se trouve l'un des plus grands sites anciens peuples de Sibérie. Au XIXe siècle, lors d'un terrible incendie, le bosquet Kayskaya a abrité les habitants d'Irkoutsk. Ce feu est éteint depuis longtemps et Irkoutsk est devant nous dans toute sa gloire. Voici. Hop. Irkoutsk est situé au cœur de notre pays. C'est la 5e plus grande ville de Sibérie. Il est basé sur les rives des rivières Irkout et Angara. Près du lac, les chercheurs ont trouvé une ancienne momie. Les fondateurs de la ville et voyevode Yakov Paha. Irkoutsk a été le premier à commercer avec la Chine. Et avec la participation du marchand Shelekhov, une campagne russo-américaine a été créée en lien Sibérie avec les usines en Alaska. Aujourd'hui, de nombreux touristes d'Irkoutsk notent qu'il est très similaire à Saint-Pétersbourg. Moi, je dirais pas du tout. Cette ville, elle a son propre et un charme unique. En août 1898, le premier train arrive solennellement sur le nouveau transsibérien pour le plus grand plaisir de ses habitants. Le lac Baïkal. Le lac Baïkal est inscrit sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. De nombreuses plantes de la réserve naturelle autour du lac et des poissons de lac Baïkal sont répertoriés comme des espèces endémiques du lac Baïkal qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Veuillez noter que la glace sur le lac Baïkal commence à fondre après l'hiver au mois de mai, là, maintenant. Et seulement au mois d'août, vous pouvez nager dans le lac Baïkal. Le poisson rare et très délicieux homol se trouve ici. Eh bien, prenons quelques-uns pour la route et passons à l'étape suivante. L'extrême-orient. L'extrême-orient est la partie la plus orientale de la Russie. Дальний Восток – самая восточная часть России. Voici notre terminus, Vladivostok. Nous longeons le territoire Primorski où vit le plus grand tigre du monde, le tigre de l'amour comme on l'appelle, ou le tigre d'Ussuri. En France, on l'appelle le tigre de Sibérie. Il y a 150 ans, le comte Muraviev-Amurski, naviguant sur un bateau, a remarqué une baie abritée et ordonné d'établir un poste militaire sur ses rives et l'a nommé Vladivostok. La ville s'étend sur la côte comme un amphithéâtre. Les plateformes d'observation offrent une vue imperméable sur l'océan. L'écrivain Anton Pavlovitch Tchekhov a dit à propos de la ville: quand j'étais à Vladivostok, une baleine nageait devant moi le long de la baie et il s'est éclaboussé la queue. Le symbole de la ville est le tigre de l'amour. Par conséquent, les tigres de Vladivostok peuvent être trouvés partout en image à travers de la ville. Toutes sortes de poissons sont chassés ici. Parfois, il y a des spécimens vraiment rares, comme un poisson miroir. En 1891, Nikolai Romanov
le futur dernier tsar de l'Empire russe, est arrivé à Vladivostok et il a posé le chemin de fer principal dans la ville, la reliant au Transsibérien. La gare ici ressemblait à la gare de Yaroslav à Moscou. C'est ainsi qu'un moscovite s'assoit à la gare de Yaroslav, arrive dans 6 jours à Vladivostok et revoit cette gare de Yaroslav. Le matin en Russie commence à Vladivostok 7 heures plus tôt qu'à Moscou. Vladivostok est la fin de notre voyage. Là, voici la route que nous avons traversée, le Transsibérien. Et j'ai un mot de croisé que je vais envoyer à vos professeurs. Et je voudrais terminer avec un petit poème d'Alexandre Blok, поэт russe, «На железной дороге». Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Et encore 3 poèmes que j'ai mis pour vos professeurs et je suis sûre que vos professeurs de russe connaissent une poème suivante qui est devenu une chanson. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза pichalne. Alors, c'est ça que vous pouvez chanter à la leçon. Et alors, je vous offre encore un cadeau. Nous avons en Russie un jeu très célèbre, Igra Garada. Nous pouvons jouer à ce jeu partout, comme on peut jouer à Uno partout, par exemple, dans le train, dans l'avion ou dans la classe. Igra Garada. Alors, le jeu de la ville est un jeu de mots où les participants nomment des villes l'une par l'une. Le fait est que chaque nom suivant commence par la même lettre par laquelle le nom précédent s'est terminé. Par exemple, si la première ville nommée est Saint-Pétersbourg, alors regardez, et se termine par la lettre G. En conséquence, le nom de la prochaine ville doit être nommé par G. Grozny, Gomel, etc., etc. On peut étendre notre jeu à la France, à la Russie ou au monde entier en incluant toutes les villes qu'on souhaite. Alors ça, c'est la fin de notre voyage. Et j'ai quelques questions à vous poser. J'arrête de partager mon écran. Arrêtez. Et maintenant, le temps des questions. Je propose qu'on procède ainsi. Je pose la question. Et celui qui connaît la réponse lève la main. Si je vois la main levée, je vous appelle par le nom dans lequel vous êtes rentré dans le Zoom et vous pouvez répondre. Si je vois personne sur l'écran qui lève la main, vous pouvez allumer vos micros et dire des réponses. Alors voilà, les questions sont difficiles, mais les cadeaux sont beaux. Ils sont fournis par notre partenaire, la Maison russe des sciences et de la culture. Première question. Combien de temps cela a pris pour construire le Transsibérien? Ah, je vois la main levée de la cité scolaire Marie, et je ne vois pas le flamand. Marie Curie, sûrement. 10 ans. En 10 ans, bien. Alors, comment s'appelle la personne qui a répondu, s'il vous plaît? Lucia. Enchantée, merci beaucoup, c'est la réponse correcte. 10 ans en effet. Alors, la Maison russe des sciences et culture, j'ai 10 questions, donc préparez peut-être 10 cadeaux, au moins, on verra. Deuxième question, d'où vient le nom de la ville de Moscou? Alors, moi, je vois la main levée de lycée Vogela. Est-ce que c'est bien le cas? De la rivière Moscou. Bravo. En effet. C'est le nom de la rivière Moskva, Moskva-Reka. Alors, quel est le nom de la personne qui a répondu, s'il vous plaît? Léna. Léna. Merci, Léna, bravo. Question numéro 3. Quel est le fleuve que nous avons traversé pour arriver à la ville de Perm?
Ah oui, je vois. Lycée Rostand, s'il vous plaît. Je vois un élève en chemise blanche. Le fleuve Kama. Exactement. Le fleuve Kama. Bravo. Quel est votre nom? Ryan. Moussa. Moussa. Bravo. Très bien. Alors, question numéro 4. Qu'est-ce que signifie oral en langue du peuple bashkir? J'ai vu la main. Ceinture. Oui, ceinture, en effet. C'était qui? C'était le lycée Vogela. Bravo. Très bien. C'est noté. Question numéro 5. Quel est le nom de la capitale de la Sibérie? Tic, tic, tic. Marie Curie a pris la parole et elle a répondu. Novosibirsk. Exactement. Bravo. Donc, 2 livres pour Marie Curie, 2 livres pour Vogela, 1 livre pour lycée Rostand. Et on n'est qu'au milieu. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Question numéro 6. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans les grottes de Kungur? Lycée Rostand. Lycée Rostand. J'ai vu votre main. Le stalactite et stalagmite. Et des lacs. Exactement. C'était Vogela. Alors voilà. La lycée Vogela a dépassé la lycée Rostand. Alors, la lycée Rostand, si vous avez la réponse à la question suivante, je vous accorde les paroles en première. Mais n'attendez pas, parce que le lycée Vogela. OK. Question numéro 7. Quelle est l'héroïne du conte d'oral qui est la gardienne de la montagne? La fleur de pierre. La fleur de pierre, c'est le nom du conte. En revanche, cette dame habillée en vert, comment elle s'appelle? Mais c'est Marie Curie. Allez. C'est Cannes. Cannes. Je suis pas sûre. Oui, c'est ça, mais Alors voilà, l'écrivain russe Bajov, en effet, l'un des contes s'appelle Le fleur de pierre. Et la dame qui habitait dans les montagnes et qui ensoufflait l'envie créatrice dans les hommes s'appelle la maîtresse de la montagne de cuivre. Il est habillé en vert, tout en émeraude. Okay. Très bien. Et nous passons à la question suivante. À côté de quelle grande ville se trouve le lac Baïkal? Vous pouvez répondre. Yakoutsk. Irkoutsk. Irkoutsk. Lycée Vogela. Encore un point pour vous. C'est pas la même chose. Attention, il y a aussi Yakoutsk, mais j'ai entendu R. Donc, très bien. Irkoutsk et Yakoutsk, ce sont 2 grandes villes complètement différentes. Il y a une qui se trouve en Sibérie et l'autre en Extrême-Orient. Alors, donc, question numéro 9, avant-dernière. Quelle est la station terminus du Transsibérien? Bravo. J'ai entendu lycée Rostand. OK. Tac. Et la dernière question. Attention. Quel est le symbole de Vladivostok? Le lycée Hoche Versailles à Maurepas, le tigre. Oui, alors je vois le message qui a écrit le lycée Hoche. Merci beaucoup, lycée Hoche. Cette question, ma préférée, et cette réponse est pour vous. Le cadeau est pour vous.
Alors, je vous remercie tous de votre participation. C'était plus rapide que nous avons prévu. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de jouer avec vous. Alors, si cette conférence et ce voyage étaient agréables pour vous, je vous propose un autre voyage. Nous avons préparé avec ma collaboratrice, avec un autre membre de l'association Globus, deux conférences sur Yamal. Yamal, c'est une autre région de la Russie qui se trouve dans la zone de permafrost. Et une autre conférence, une mini-conférence sur l'Extrême-Orient. Donc, nous prenons le contact avec vos professeurs et nous allons voir comment on va aborder ces deux grandes questions et encore jouer ensemble. Là, je vais arrêter notre intervention, notre mini-conférence, et je vous remercie tous de votre participation et une participation active pour le jeu, c'est-à-dire que vous avez écouté attentivement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Konstantin Mikhailovich. Oui, à Zvereva Anna, avec qui, justement, nous avons beaucoup travaillé pour remettre en relation avec Fyodor Konyukhov, mais c'est qu'une intervention rapportée et pas annulée. Anna, пожалуйста. Je me permets de prendre la parole et tout d'abord de remercier Dasha. C'était passionnant, c'était fort intéressant. J'ai eu un grand plaisir d'écouter cette conférence. Je vais vous dire que moi, je suis géographe par ma première formation et par contre, j'ai appris pas mal de choses intéressantes. Également, je félicite d'abord les lycéens, les courageux qui ont décidé de prendre comme langue étrangère le russe. C'est pas facile. Donc, bravo à vous tous. Bravo à vos enseignants, aux professeurs. Merci à tous qui ont participé à cette conférence. C'est vrai que nous avons prévu d'abord d'accueillir Fyodor Konyukhov et nous allons le faire absolument. Aujourd'hui, c'était un imprévu qui nous a empêchés, mais on vous invite absolument tous à participer aussi activement comme ça à la rencontre avec Fyodor Konyukhov. Mais un petit peu plus tard, on va vous transmettre, on va vous communiquer la date exacte, la date et l'heure à l'avance. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais montrer les cadeaux qu'on a préparés à ceux qui ont répondu aux questions de Dasha. Donc, voilà, ce sont des livres, les livres qui sont en russe, donc courage. Et voilà, c'est le livre sur ça s'appelle Veliki Puteshestveniki. C'est sur les explorateurs russes, un livre passionnant. Puis un autre livre avec des expressions russes, de la langue russe, Русские афоризмы, великий и могучий русский язык. Aussi pour les courageux qui apprennent le russe. Voilà. Puis il y a plusieurs livres. En fait, ça c'est Россия. Culture, народы, религии. Vous savez très bien que la Russie, c'est un pays multiculturel, multilingue, multiconfessionnel. Donc, ce livre-là, il parle de ça. Puis, il y a des livres intéressants sur Moscou, voilà, sur le Kremlin de Moscou, sur l'histoire de la Russie moscovite, voilà, et puis voilà aussi les cartes, la grande Moscou, si quelqu'un un jour entreprend le voyage à Moscou, donc bienvenue, j'espère que les frontières seront ouvertes bientôt, et comme ça il pourra consulter ce livre pour voir les curiosités de notre capitale. Je tiens à vous remercier tous. Je donne encore une fois la parole à Dasha. Peut-être elle veut
Elle veut dire quelque chose à la fin. Dasha, il faut allumer le son. On ne t'entend pas, s'il te plaît. Merci. Alors, merci Anna. Et oui, en effet, je voudrais terminer sur quelque chose de positif. Nous travaillons depuis quelques mois sur l'ouverture de centre de la Société de géographie russe en France. Et voilà, en fait, je suis très heureuse de partager avec vous pour la première fois en public que nous allons bientôt ouvrir ce centre. Et là, on va avoir plus d'expositions, plus de conférences sur la géographie de la Russie, plus de rencontres avec des différents voyageurs, plus de manifestations de vulgarisation, plus de jeux. Donc là, il y a des choses passionnantes qui nous attendent et c'est avec plaisir qu'on va vous revoir. On va aussi conseiller sur les stages en Russie, les stages archéologiques et les stages en géographie de la Russie. Donc, quand vous allez être des étudiants, ne nous oubliez pas. Et voilà, je vous souhaite une belle continuation avec l'apprentissage de notre langue, si difficile, mais j'espère si belle pour vous. Et merci à tous pour votre participation. До свидания. До свидания. Tania. Спасибо. Спасибо вам. Bon. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо.